ATM présente des productions entièrement conçues par des finissants du Cégep de Jonquière en télévision, traitant de sujets comme le sport, la cuisine, passant par le tourisme. Avec ATM présente, on peut s'attendre à tout. OK, tout le monde en studio et en régie, vous êtes prêts? OK, parfait. Donc, début d'émission dans 10, 9, Stand by la 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Nous tenons à remercier Flore Déco Arvida de leur précieuse collaboration. Bonsoir, bienvenue à Alcool et compagnie. Aujourd'hui à l'émission, on découvre la microbrasserie La Gueule de Bois et notamment ses artisans, des jeunes qui sont particulièrement allumés, des jeunes qui ont développé quelque chose de très original. On va rencontrer un apiculteur d'Alma qui fait de l'hydromel et dans un instant, un producteur de vin du Lac-Saint-Jean. Bonne émission. Notre émission débute ce soir avec un passionné du vin. Un passionné du vin qui a décidé de devenir un fabricant de vin avec le temps. L'équipe d'Alcool et compagnie est allée faire un tour sur son vignoble au Lac-Saint-Jean à Métabetchouan. J'ai moi-même beaucoup appris sur le vin, mais également sur la passion qu'entretient notre prochain invité. Allons voir ce qu'on a récolté sur place. Bertrand Tremblay. Je suis vétérinaire retraité. Ici, on est dans le rang Sainte-Anne, à Métabetchouan. En 97, j'étais actionnaire ici avec mon frère d'une ferme laitière. Quand j'ai vendu, quand il a voulu se séparer, je me suis gardé un 20 acres de terre. J'ai dit, je sais pas ce que je vais faire. Les premiers essais qu'on a fait dans la culture du vin, c'est en 1999 qu'on a planté les premiers cépages. Du vin à la bouteille, on peut séparer ça en deux parties. La première partie, c'est la viticulture, comment on fait pousser la vigne. Ce qu'on a essayé de faire ici un peu, finalement, c'est adapter un petit peu. Vous avez vu qu'on est dans un climat nordique ici. On a essayé d'adapter plus la vigne, finalement, à notre climat un peu, finalement, regarder ce qui se faisait ailleurs, puis essayer de regarder ce qu'on était capable de faire ici. Quand tu fais de la vigne, là, il faut que le maïs soit capable de pousser. Ça prend assez d'unité thermique pour être capable d'arriver là. Puis les avantages, finalement, comparativement aux autres pays dans le monde qui font de la vigne, là, moi, je serais jamais sur maturité. Tu prends des places où ce qui fait toujours chaud, finalement, ils font de la vigne, mais ils arrivent toujours en surmaturité. Tu sais qu'on a fait, finalement, c'est avec un cépage, le Vendat-Cliche et le Sainte-Croix. Ça prend 4 ans avant d'avoir une production. On a réussi à avoir un taux de maturité acceptable. L'acidité était bonne. Fait que là, on était pas mal sur la voie de la réussite. Dans les vinifications, là, c'est des tests. Hein? Faut faire des tests continuellement, un peu finalement, pour déterminer quand elles sont pré-récoltées. Je fais des tests avec un réfractomètre, je regarde le taux d'acidité avec des solutions, ensuite avec un pH mètre, puis ensuite c'est tous des tests. À un moment donné, c'est de la chimie un peu finalement quand tu es rendu dans la vinification. Pour le blanc, c'est facile, on presse finalement les raisins. Ensuite, on ramasse le jus et on se met tout de suite à fermenter finalement. On a juste ce qu'on a besoin d'ajouter, on va se fermenter. La vinification, vous voyez, il y a une fermentation alcoolique qui est ici, qui est en train de se faire. C'est une semaine maximum, une semaine 10 jours. On met dans des cuves fermées, puis ensuite, on attend la clarification. Encore un mois, puis ensuite, au bout d'un mois, on décante, on les transvide, puis là, on essaie d'activer une fermentation malolactique. Je vais faire des fraises, des framboises, des bleuets, n'importe quoi finalement. Fait que je suis allé là-dedans, à un moment donné, finalement, c'est parce que je voulais avoir un produit avec une valeur ajoutée. Pas toujours être capable d'attendre, à un moment donné, l'acheteur. Hein? Quand tu fais de l'orge, quand tu fais du foin, à un moment donné, c'est toujours l'acheteur qui décide. Hein? T'as pas de manœuvre, finalement. Fait que quand tu fais un produit avec une valeur ajoutée, avec une transformation, fait que tu rajoutes une valeur à ton produit.
M. Tremblay a accepté de quitter son vignoble de Métabetchouan au Lac-Saint-Jean pour nous retrouver sur notre studio. Bonsoir, M. Tremblay, Bonsoir. et bienvenue à l'émission. Vous avez eu le plaisir et le bonheur d'ailleurs de nous apporter quelques-uns des produits que vous fabriquez sur votre vignoble au Lac-Saint-Jean. Et je vois que la bouteille de blanc est déjà débouchée et que vous avez déjà versé quelques larmes de ce vin-là dans notre coupe. Parlez-nous un petit peu de ce vin blanc. Bon, c'est un vin finalement, vous voyez, il a une bonne robe. Ensuite, c'est un vin sec. Ensuite, c'est un vin qui a un petit peu d'acidité encore, qui va avoir avantage à m'amener à vieillir. Ensuite, c'est un vin un peu avec un parfum on va chercher un parfum de pamplemousse, de fruits tropicaux un peu. C'est dépend du cépage que j'ai, c'est du Vanda Cliche. Est-ce que c'est un vin qui peut vieillir longtemps? Est-ce qu'il doit être consommé jeune ou on peut le laisser dans le cellier pour quelque temps? C'est un vin finalement qui a avantage à être consommé entre 3 et 5 ans, parce que c'est un vin mais qui est un petit peu d'acidité, qui va perdre, il va évoluer vers une bienfaisance finalement, un bienfait. C'est le genre de vin qu'on sert avec quel plat par exemple ou quel mets? Il se prend très bien avec tous les fruits, Fruits de mer? des fruits de mer, ensuite les pétoncles, les homards. Ensuite, il va se prendre très bien aussi avec les viandes blanches. Ensuite, il va s'accompagner très bien des fromages. Les fromages qui ont beaucoup de gras, finalement, avec l'acidité, ça va faire un bon mélange dans la bouche. Est-ce que c'est le genre de vin qu'on peut utiliser pour faire la cuisine, par exemple? Un bon mijoté ou quelque chose de ce genre-là? Toutes les recettes qui vont demander un besoin d'un vin sec, un blanc sec, finalement, il rentre très bien dans cette catégorie-là. Aussi, on peut faire des huîtres marinées avec un vin blanc. On les fait mariner, on les amène à ébullition. Ensuite, on peut faire des coquilles Saint-Jacques, toutes les recettes qui demandent un vin blanc sec. Vous avez apporté avec vous également aujourd'hui la bouteille de vin rosé. Le vin rosé, c'est un vin qu'on connaît peut-être moins un peu ici. Parlez-nous de ce produit. Est-ce que c'est quelque chose de spécial ou de plus compliqué à faire? C'est pas plus compliqué. Le vin rosé, il est fait avec un raisin bleu, noir. Ensuite, c'est un vin dans lequel je vais laisser macérer la pulpe, ensuite les pépins, puis ensuite la pellicule, 12 heures. Puis une fois que le 12 heures est passé, j'ai des fraises, puis ensuite c'est le mou qui va me donner pas mal cette coloration-là. Des fois, on est peut-être embêté de savoir avec quoi on prend un vin rosé. Un rosé, on va prendre ça en apéritif avec des canapés, c'est un vin de détente finalement, un vin d'été surtout. À servir froid, j'imagine? À servir froid. De préférence. Et parlant de froid, vous avez apporté également avec vous une bouteille de votre vin de glace. Ça me fascine, le vin de glace. Expliquez-nous de quelle façon il est fabriqué. Le vin de glace, c'est le même cépage que le Vanda Cliche, que mon vin blanc. Puis c'est un vin qui est récolté à moins 10 degrés. À moins 10 degrés, ça veut dire que l'eau dans le raisin est gelée. Fait qu'on on actionne, on met ça dans la presse, puis ensuite, il sort un jus liquoreux concentré. Puis on va chercher beaucoup d'arômes du cépage. Fait que c'est un vin concentré avec beaucoup de saveur. Est-ce que c'est plus compliqué à fabriquer qu'un vin ordinaire, ne serait-ce que parce que le raisin est froid et peut peut-être se briser plus facilement? Il est plus compliqué, il y a moins, le raisin il est déshydraté, fait qu'il y a moins de volume. Puis ensuite, on gèle les mains, il fait moins 10. C'est pas facile. Est-ce que c'est, je sais pas, moi, c'était votre rêve ou votre dada de faire un jour un vin de glace? C'est utiliser finalement des caractéristiques qu'on a. On est capable d'avoir des moins 10 facilement ici. Ailleurs dans le monde, il n'y en a pas beaucoup des moins 10. Est-ce que votre vin commence à être distribué un peu partout dans la région très rapidement? Pas encore finalement. On attend, ça va te faire sous peu. Monsieur Tremblay, merci infiniment d'être venu nous rencontrer dans nos studios. Et puis, bon succès d'ailleurs avec les vins que vous produisez dans votre vignoble. On s'en va à la pause dans un instant, mais au retour, on va vous présenter la microbrasserie régionale La Gueule de Bois. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant assistante à la réalisation. Moi, j'ai fait ATM Post-Production et je suis maintenant artiste en effets visuels. J'ai fait ATM Production, je suis maintenant technicienne en télévision. J'ai
J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière et je suis maintenant coordonnatrice de projet. J'ai étudié en publicité en ATM et maintenant je suis designer graphique. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière. Je suis maintenant coordonnatrice publicitaire. L'équipe de l'émission Alcool et compagnie vous invite maintenant chez des brasseurs qui embouteillent leurs propres produits. Ils sont situés au Saguenay. Ils se distinguent par leur créativité, mais également par leur passion extraordinaire pour la bière. Il s'agit de producteurs qui sont ici bien implantés et vous allez le voir, leurs produits méritent d'être découverts. Voici, mesdames, messieurs, la microbrasserie La Gueule de Bois. Maxime Demel, je suis président, propriétaire et brasseur à la microbrasserie La Gueule de Bois. Dans le fond, l'embouteillage, c'était l'idée principale, donc on a commencé à embouteiller. Et par la suite, on a eu l'idée d'ouvrir un centre de dégustation pour permettre au monde de déguster, puis permettre à nous autres de faire une espèce de laboratoire géant, de voir les produits qu'on pourrait essayer avant de les mettre en bouteille aussi. 3 jours d'embouteillage, donc ça peut se passer du mercredi au vendredi. Tout dépendant de la demande. Là. Petites bouteilles, comme vous avez vu, d'autres viennent de chez Recycle Québec. Okay. Eux, ils vont les acheter, c'est encore d'exportation, d'autres ça vient de la Belgique, les autres ils vont les nettoyer. Donc, dans l'embouteillage de la bière, on a la première étape qui va être le rinçage de la bouteille. Donc, on va assainir le produit. La deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire du CO2 dans la bouteille pour enlever la présence d'oxygène qui est nuisible à la bière. Par la suite, il y a le remplissage. Et là, il va y avoir le capage. Après ça, on a un processus de 2 semaines. Donc, on va attendre que la bière refermente en bouteille pour ensuite, après ça, l'étiqueter et l'envoyer ses tablettes des magasins. En moyenne, on peut peut-être l'étiqueter à 300-400 à peu près. Tout dépendant, des fois c'est plus, des fois c'est moins. Je dirais que pour l'instant, c'est un beau processus de coopération entre les marchands et les microbrasseries. Parce qu'on n'est pas encore dans la game d'achat d'étalage ou de tablettes encore. Donc les commerçants vont eux-mêmes prendre les coûts dans le fond du développement des bières de microbrasseries qui, pour eux, sont plus payantes puis qui sont une nouvelle tendance. C'est sûr que les bières en bouteille qui sont sur lit peuvent vieillir comme du bon vin. Donc c'est sûr que la rapidité du fût versus la bonification de la bouteille que le monde peut faire chez eux en vieillissement va changer de la donne, ça c'est sûr. D'où viennent vos inspirations pour vos noms? Les inspirations, soit à titre humoristique ou soit à titre historique. Donc, soit que c'est des faits personnels, des faits cocasses que j'ai vécu ou tout simplement des faits historiques de la région ou du Québec. Ça a commencé, écoute, assez jeune, j'ai commencé à 19 ans, je suis tombé là-dedans. Donc, puis je me suis jamais départi de ça. C'est vraiment un accomplissement personnel, c'est une passion. Puis il ne faut pas l'oublier que la bière, c'est un produit qui se savoure très bien, donc c'est un petit plus aussi. Maxime Demel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau d'Alcool et compagnie. Maxime, je veux qu'avant qu'on parle de vos produits, qu'on parle des étiquettes de vos produits, parce que c'est des étiquettes qui sont tout à fait originales. Il y a même le concept du super-héros derrière ça. J'aimerais que vous nous expliquiez d'où ça vient, l'origine de ces étiquettes-là. Donc, on a travaillé le côté un peu bande dessinée pour se démarquer un peu des bières commerciales. Donc, c'est le côté fun un peu de la microbrasserie. Côté bande dessinée, je pense que c'est un peu intergénérationnel, les jeunes, les vieux tripent. Donc, c'est un petit côté pour dire qu'on n'est pas commercial. Et je me pose la question, est-ce que vous êtes l'auteur, le dessinateur des fameuses étiquettes en question? Non, malheureusement. En tout cas, le dessinateur a fort bien le goût. Vous avez apporté, Maxime, avec vous, quelques-uns des produits. Présentez-les-nous, les produits que vous avez avec nous. Donc, on travaille avec 2 produits de type belge. Quand je parle de type belge, c'est qu'on essaie de reproduire ce qui se fait dans ces pays-là. Donc, on a la blonde parfaite, qui est une blonde pale belge. Et on a la clandestine, qui est une brune belge. Et on va avec 2 produits anglais, donc des similitudes avec des bières Angleterre. Donc, on a la meilleure bandit, qui est une Old Ale, qu'on essaie un peu de brasser à la vieille façon. Et on finit avec la racine, qui est une Milk Stout, une noire au lactose. Donc, on rajoute du lactose pour rendre le côté plus crémeux à la bière. Et quel produit on déguste ce soir? Donc, on va y aller avec la blonde parfaite. Allons-y avec la blonde parfaite. Et pendant que tu ouvres la bouteille, je me permets de signaler que tu as apporté quelques-unes des céréales qui servent
à la préparation, à la fabrication de tes bières. Quelles sont les céréales, justement, qui sont utilisées pour faire ces bières? Donc, dans la fabrication de la bière, toutes les céréales peuvent être utilisées, mais surtout l'orge brassicole, donc qui est un orge de première qualité. Et cet orge-là va subir un maltage, une germination. Et après ça, on s'en va en tourraillage, un séchage. Et tout dépend du degré de torréfaction de l'orge. On va chercher des arômes de caramel jusqu'à la torréfaction totale pour faire des bières noires. Santé, Maxime. Et on goûte. C'est quelle bière déjà? Donc, la blonde parfaite. La blonde parfaite. Donc, on parle d'un petit côté un peu éthylique qu'on retrouve souvent ces bières belges, 6,5 % d'alcool. Et on a travaillé avec une épice boréale qui est cultivée ici dans la région. Bien, pas cultivée, qui pousse ici dans la région, qui est une épice secrète qu'on rajoute pour rendre un côté plus floral à la bière. Avec quoi on peut déguster ces bières? Évidemment, seul comme ça, mais autour d'une table, avec quel genre de mets s'accompagnent bien ces bières-là? Donc, il y a quand même une panoplie de bières qui se référencent à différents types de nourriture. Donc, comme là, on parle de la blonde parfaite, on peut parler un peu de pâte, on peut parler un peu de poisson. On peut parler que les bières anglaises, on peut parler plus de viande rouge. Donc, souvent, les microbrasseries vont soit sur les bouteilles ou sur leur site web détailler un peu les types de variétés de nourriture qu'on peut aborder avec ça. Et, mettons, on parle de la racine, qui est une noire au lactose. Donc, on appelle ça une bière de dessert, un peu apéritif, pas apéritif, mais après avoir mangé. Est-ce que c'est le genre de produit qu'il faut absolument consommer frais, à la limite presque froid? Non, pas nécessairement. Donc, pour prendre une bonne bière, je dirais un petit truc facile, c'est de gager la température avec le niveau d'alcool. Donc, une bière qui est à 4 %, ça va prendre température frigidaire et plus que ça monte, mettons 8-10 %, là, on va essayer de gérer la température de la bière versus à peu près le degré d'alcool. On a parlé des étiquettes de vos produits tout à l'heure, mais je veux qu'on parle brièvement des bouteilles qui sont tout à fait originales. Donc, je pense que les microbrasseries ont adopté ce forme-là, qu'on appelle 500 ml. C'est d'origine d'Angleterre, donc c'est vraiment de l'exportation qu'on fait ici. Et c'est une façon pour nous de se démarquer des grosses macrobrasseries ou des brasseries. Et lequel de ces produits vous êtes le plus fier, Maxime? Donc, c'est un peu difficile, mais la blonde parfaite a un petit coup de cœur de plus parce qu'elle a gagné beaucoup de notoriété internationalement. Et les affaires vont bien pour la gueule de bois? Très, très bien. Écoute, on prend de l'expansion, on pense même doubler, même tripler les productions d'ici les prochaines années. Et les produits sont disponibles partout ici dans la région? Oui, donc plus de 50 points de vente dans la région et 100 à peu près au Québec. Et tu parles de points de vente, Maxime. Justement, il faut savoir qu'ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a la chance d'avoir une épicerie qui nous offre une quantité de produits de microbrasserie. Il s'agit du marché Centre-Ville. C'est probablement la plus grande variété de bières de microbrasserie ici dans la région. Allons voir ce que ça donne. Y a-t-il une concurrence chez les producteurs de bière à propos de l'emplacement sur les tablettes, d'avoir plus de promotion? En fait, il y a une concurrence chez les majeurs, OK? La microbrasserie, je te dirais que la guerre n'est pas encore rendue là parce qu'il se sépare une partie tellement infime de la tarte. Mais on passe, de la Gaspésie aux îles de la Madeleine, à Rouyn-Noranda, Montréal, Lanaudière. On fait toutes les régions du Québec, en fait, se retrouvent sur nos tablettes. C'est facile d'aller chercher, tu sais. On envoie un transporteur, on va chercher une grande quantité de bière. Ça se fait quand même assez facilement. De parler avec les brasseurs, de côtoyer les clients, de goûter à toutes sortes de bières, c'est ma motivation, en fait. C'est très facile de changer ses habitudes de consommation dans la bière. Ça va très vite pour développer ses goûts. C'est vraiment plaisant de travailler ici pour ça, d'offrir ce grand choix de bière-là aux gens. Alors, comme vous le voyez, avec un choix pareil, inutile de se priver des produits des microbrasseries, des produits qui sont disponibles un peu partout. Immédiatement après la pause, on vous présente un apiculteur du Lac-Saint-Jean qui a décidé de faire quelque chose de spécial avec son miel. Restez là. Salut, c'est Claudine Prévost. Moi, j'ai fait ATM Radio et je suis maintenant animatrice à la radio et à la télévision. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant caméraman. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant aiguillère. Moi, c'est pour être éclairagiste. Moi, c'est pour devenir caméraman. Moi, c'est pour créer des effets spéciaux.
L'équipe d'Alcool et compagnie vous fait découvrir aujourd'hui quelque chose de complètement différent. Vous savez, avec les vignes, avec le raisin, on fait le vin, mais on peut également faire quelque chose de spécial avec le miel. Et un apiculteur du Lac-Saint-Jean en fait la démonstration. Il nous fait découvrir l'hydromel. Regardez bien. Situé à Alma, où on produit du miel ainsi que de l'hydromel. Alors bonjour, je me présente, Patrick Fortier, propriétaire de Miel des Ruisseaux. Je suis en apiculture depuis 1997. Date où j'ai fait un petit peu une symbiose au niveau des deux entreprises. On a une entreprise, moi j'ai été élevé sur une ferme laitière et j'y ai ajouté le volet apiculture à cette époque-là. Nous nous sommes plutôt intéressés à sa carrière d'apiculteur. Le métier d'apiculteur consiste à savoir travailler avec les abeilles. C'est pas tout de seulement aller ramasser le miel au champ et de l'apporter à la miellerie. C'est tout comprendre le raisonnement un peu, puis la façon de faire des abeilles. À ce moment-là, ben, quand on comprend ça, on est plus apte à travailler avec elles, puis on ajuste nos horaires en conséquence. En plus d'offrir un miel savoureux, ils offrent une variété originale d'hydromel. Ici, chez Miel des Ruisseaux, on n'est pas seulement des producteurs de miel, on est aussi des hydromeliers. Au niveau des 3 produits d'hydromel qu'on produit, ben, on a l'hydromel régulier, l'hydromel au bleuet, l'hydromel vieillant de chêne. Notre 3e produit, on a un petit peu triché, c'est le même produit que le premier, sauf que quand il est prêt à mettre en bouteille, on le met dans des barils de chêne hongrois, des barils de chêne en bois. Vous retrouverez chez Miel des Ruisseaux une gamme impressionnante de produits dérivés du miel, allant des paquets cadeaux à la confiture jusqu'aux bougies en cire d'abeille. Par contre, ces produits ne sont disponibles que sur place. On est limité à vendre sur notre site de production. Donc, ça implique un petit marketing touristique de la période estivale qui est de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du travail. Puis c'est sûr qu'être hydromelier, ben, ça a son lot aussi de problèmes, de petits problèmes. Je veux dire, on a dû travailler avec des recettes, élaborer des recettes, puis tout ça. On doit s'assurer que le produit est de qualité aussi. Au début, quand j'ai commencé, ça a été la conquête du marché régional. Ça a été un exploit pratiquement, là, se battre avec les épiceries. C'est un petit peu ça la motivation qui nous a encouragés à faire de l'hydromel. C'est une diversification de l'entreprise et un petit peu le côté terroir, le côté unique. Le côté antique. Miel des Ruisseaux, un endroit à découvrir et des produits à déguster. L'hydromel est définitivement un produit qui doit être absolument découvert, qui mérite en tout cas d'être découvert. J'ai le plaisir de recevoir en studio Jean-Philippe Boivin, notre maître cocktail par excellence. Jean-Philippe du Rouge Burger Bar de Chicoutimi. Salut Jean-Philippe. Ça va bien? Et bienvenue, ça va très bien, merci. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu nous concoctes ce soir comme cocktail? Bien, rapidement, dans le fond, l'idée, c'est de travailler donc un alcool unique pour 2 cocktails. Donc, on va y aller avec le whisky, parce que souvent, on fait tout le temps le même truc avec le whisky. Fait qu'on a le goût de raviver ça un petit peu. Et ça s'appelle comment le cocktail que tu nous prépares? On va commencer avec un Old Fashioned Whisky. Old Fashioned Whisky, yes. D'accord. On utilise pour le préparer du whisky? Donc, whisky, sirop simple, amer d'Angostura, en anglais un bitter. OK. Puis amer à l'orange. Amer à l'orange. Oui. Qui est fait à partir d'orange... D'écorce d'orange. Écorce d'orange. Ouais. Excellent. C'est drôle parce que pendant que tu prépares le cocktail, on a l'impression des fois, puis c'est peut-être un préjugé qu'on a l'impression que le cocktail, c'est un breuvage qui est davantage réservé aux dames, aux femmes, et que les hommes ne sont pas nécessairement friands de ça. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Philippe? Ben, en fait, là, à l'origine, les cocktails, c'était quelque chose de très masculin. Hein? Vraiment, vraiment, parce qu'à une certaine époque, les femmes, c'était mal vu s'ils buvaient. Ah bon, tu vois? Ouais. Alors, il faut croire que les choses et les mœurs ont changé. Pendant que je te vois à l'œuvre, et je rappelle que vous pouvez voir Jean-Philippe à l'œuvre au Rouge Burger Bar de Chicoutimi, est-ce qu'il y a des cours, est-ce qu'il y a une formation pour devenir maître en préparation de cocktails? Je dirais que la meilleure formation, c'est d'être passionné. Hein? Ouais. C'est de s'intéresser, puis de faire des recherches vraiment, puis de goûter. Évidemment, il faut aimer la boisson. Bien sûr, ça aide aussi. De quelle façon, toi, tu vas trouver ton inspiration? Évidemment, ben il y a plusieurs endroits qu'on peut fréquenter. C'est vraiment d'être curieux, je dirais. Puis un peu comme en cuisine, donc un bon cocktail, il faut utiliser des bons ingrédients. Puis même quand on utilise des jus pressés, vraiment, c'est le secret. Alors, whisky Old Fashioned. Exact. Alors, je me trempe les lèvres. Et je dois t'avouer
que sans être un amateur de whisky, c'est quelque chose qui mérite d'être découvert. Ben, définitivement. Tant Super. mieux. On a le temps pour un deuxième cocktail. Parfait, oui, exact. On va y aller. Suggestion que tu nous proposes, Jean-Philippe? Un autre cocktail, donc, qui est très, très populaire, mais qui se fait plus beaucoup de nos jours, donc le Manhattan. Manhattan, OK. Donc, simplement, le Manhattan, on va y aller un demi-once de Martini Rosso. OK. Tu disais, hein, la qualité de l'alcool est importante pour réussir un bon cocktail. Oui, là, je suis allé avec vraiment, parce que Jack Daniel's, c'est quand même un bon whisky qui est, tu sais, commercial, mais qui est un bon whisky. Puis, on pourrait le faire aussi avec du bourbon. OK. Du bourbon, même un bon whisky de meilleure qualité, là, simplement, ça irait très bien. Là. Est-ce qu'on peut s'improviser, faiseur de cocktails, j'appelle ça comme ça, à la maison, où ça demande beaucoup d'expérience, essai-erreur pour réussir à trouver la bonne recette? Mais il y a des super bonnes recettes, là, vraiment, sur Internet. Fait que c'est pas compliqué, juste au début, on peut suivre les recettes. Puis après ça, on peut les modifier, hein. Il n'y a pas de recette, tu sais, c'est vraiment au goût de chacun. OK. Toi-même, est-ce que ton inspiration, tu vas la trouver de cocktails que tu goûtes ou encore, je ne sais pas, il y a des mariages dans ta tête qui se font entre certains alcools? Moi, en fait, vraiment, là, personnellement, c'est... Je pars d'un alcool que j'aime, puis j'aime ça explorer. OK. Ouais, fait qu'on se promène à gauche, à droite. C'est pas tout le temps bon, mais il faut faire des essais. Bien sûr. Ça, c'est comme en cuisine, dans le fond. On essaie un truc, quelquefois ça marche. Exactement, c'est ça. Ça marche un petit peu moins bien. Alors ça, c'est le Manhattan, donc, que tu nous as préparé et qu'on va déguster dans un petit instant. Est-ce qu'il y a des cocktails qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres à préparer? Oui, mais j'aurais pas le temps d'en faire pour ce soir. Ah bon, d'accord. Alors, Manhattan, à ta santé, Jean-Philippe. Ça va être un petit peu plus fort, mais si on l'aime un petit peu plus doux, on peut rajouter du sirop simple aussi, là. Tu sais, si on veut faire un drink à notre copine, ben on peut rajouter un peu de sirop simple. Ça va mieux passer, le goût va être pareil, mais au Québec, on a la dent sucrée, hein, fait que... Oui, c'est ça, exactement. Faut pas se gêner, si on trouve ça trop fort, on peut rajouter un peu de sucre, ça adoucit. Jean-Philippe, merci infiniment ça fait plaisir. venu nous rendre visite. Je rappelle que Jean-Philippe, vous pouvez le retrouver au restaurant Rouge Burger du côté de Chicoutimi. C'est là-dessus que notre émission se conclut aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute. Désire remercier d'ailleurs tous nos invités. Jean-Philippe, un immense merci encore de ta participation. Merci également à M. Bertrand Tremblay, propriétaire d'un vignoble au Lac-Saint-Jean. Maxime Desmolles également de la microbrasserie La Gueule de Bois qui était avec nous. Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.